Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, nous commençons avec une mauvaise nouvelle, les risques d'échec à Copenhague. Comme vous le savez, début décembre, les représentants du monde entier vont essayer de négocier à Copenhague une suite au traité de Kyoto. Est-ce qu'ils vont y arriver? Plusieurs pensent que non, et c'est le cas également de notre expert invité, Éloi Laurent, qui est économiste senior à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il va nous expliquer pourquoi, selon lui, il n'y aura pas de traité signé à Copenhague et il va nous dire pourquoi ce n'est pas nécessairement une catastrophe. Alors, écoutez bien ses explications. Ensuite, on se transporte en Arabie saoudite. L'énigme saoudienne, c'est le titre du livre de Pascal Ménoret, qui est à Princeton University. Il va essayer de nous expliquer pas tellement le contexte géopolitique, mais plutôt comment se fait la vie quotidienne, les hiérarchies, les réseaux sociaux en Arabie saoudite aujourd'hui. Marie-Joëlle Zahar, notre collègue de sciences politiques, va nous aider à faire cette discussion. Et pour terminer, avec mon collègue Karim Benyaklef, directeur scientifique du Cerium, nous allons discuter de deux ouvrages. D'abord, comment le peuple juif fut inventé, par l'auteur Shlomo Sand, et l'Empire américain, l'heure du partage, par Farid Zakaria. Et nous allons aussi parler d'un documentaire sur l'Afghanistan. Alors restez à l'écoute après la pause, derrière le bruit du risque d'échec à Copenhague. Comme vous le savez, à Planète Terre, cette saison, nous suivons de près l'évolution des débats qui vont nous conduire au sommet de Copenhague, début décembre, où les nations industrialisées et en émergence vont tenter de s'entendre sur un accord post-Kyoto. Vont tenter de s'entendre, mais on voit que les écueils s'accumulent sur ce chemin. D'ailleurs, le ministre canadien de l'Environnement, M. Baird, a déclaré ces derniers jours que lui ne pensait pas qu'il y aurait une entente à Copenhague. Est-ce une prédiction ou un vœu de sa part? Enfin, c'est une discussion que nous pouvons avoir entre nous. Mais aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous aider à éclairer le chemin qui nous sépare de Copenhague. Éloi Laurent, merci beaucoup d'être là. Merci de votre invitation. Alors, Éloi Laurent, vous êtes économiste senior au département des études de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes visiting fellow au Harvard Center for European Studies. Vous avez aussi mis un pied dans la politique. Vous étiez au cabinet de Lionel Jospin au début de la décennie. Votre dernier ouvrage, La nouvelle écologie politique, avec Jean-Paul Fitoussi au Seuil. Et vous êtes accompagné de la personne qui vous a invité pour une conférence à l'Université de Montréal, Denis Saint-Martin. Bonjour, Denis. Bonjour, Jean-François. Alors, Denis, vous êtes directeur, président, en charge, titulaire, grand Manitou du Centre d'excellence sur l'Union européenne de l'Université de Montréal et de McGill, et professeur en sciences politiques. Bon, alors la question qui tue, comme on dit ici, est-ce que le risque d'échec à Copenhague est de plus que 50% ou de moins de 50% au moment où on se parle? Alors, la réponse qui tue, c'est... l'autre question qui tue, dans la question qui tue, c'est qu'est-ce qu'un échec? Est-ce qu'on parle d'un échec au sens où il n'y aura pas d'accord du tout? Ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui rassembler 190 pays sous l'égide des Nations Unies avec une telle pression des citoyens, des gouvernements, de l'opinion publique et ne rien en tirer. Ça, c'est impossible. La question, c'est, il y aura un accord, mais la question, c'est quel va être le détail de l'accord? Où va se loger le diable dans ces détails? Quel genre d'accord on va avoir? Je pense qu'on aura un accord, contrairement à ce qu'on dit. Simplement, je pense qu'en effet, l'accord ne sera pas bon, ou en tout cas, ce sera un accord préliminaire. Ce qui se dessine, depuis maintenant quelques mois, c'est l'idée qu'à Copenhague, on va essayer de tracer des grandes lignes, des grandes perspectives, et qu'on va rentrer dans les détails plutôt en 2010 qu'en 2009. C'est en effet quand même un échec par rapport à l'ambition de ces 2 dernières années, où on disait c'est Copenhague, c'est la dernière chance, il n'y en aura pas après, etc. Ce qui se dessine, c'est l'après-Copenhague, en fait. Donc à Copenhague, grosso modo, on va, je pense, réaffirmer ce qu'on a affirmé à l'Aquila, c'est-à-dire qu'on croit au consensus scientifique. Qu'est-ce que l'Aquila? L'Aquila, c'est le sommet du G20, au cours duquel, pour la première fois, les grands dirigeants du monde se sont mis d'accord pour accepter le consensus scientifique sur le changement climatique, tel qu'il ressort des rapports du GIEC, qui est l'institution des Nations Unies, qui est chargée depuis une vingtaine d'années de précisément construire ce consensus scientifique. Alors prenons un point de référence. Alors, l'Union européenne, qui est en pointe sur ces questions, oui. Sa position, c'est de dire, bon, nous, on voudrait une entente sur une réduction des émissions planétaires de 50% oui. d'ici 2050, avec des objectifs transitoires, surtout pour les pays du Nord, oui. pour 2020.
Alors, est-ce que c'est réaliste d'attendre ça de Copenhague? Non, je ne pense pas qu'il y aura d'objectifs suffisamment ambitieux, intermédiaires, pas à Copenhague en tout cas. Il y en aura peut-être, une fois de plus, dans la première partie de l'année 2010, si les négociations se passent bien. Je pense qu'il y aura précisément un accord, qui est à peu près l'accord de l'Aquila. On s'accorde pour ne pas augmenter la température terrestre de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui veut dire qu'on réduit de 50% les gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et ensuite, comment est-ce qu'on passe d'aujourd'hui à 2050? Ça, c'est le grand mystère. Et évidemment, c'est la question fondamentale. Ah oui, c'est la question, parce que récemment, le MIT et d'autres ont même aggravé leur prédiction en disant qu'il faut absolument se mettre à réduire de façon immédiate les émissions et de façon conséquente si on veut atteindre cet objectif de 2050. Et même Nicolas Notaro, qui est conseiller à l'Union européenne, nous disait ici, de toute façon, comme le dit le GIEC, même si on fait tout ça, tout ce qu'on fait, c'est d'augmenter nos chances de ne pas avoir cette catastrophe qui est de dépasser de 2%. Oui. Alors, si la difficulté, c'est effectivement de tracer des programmes et des cibles intermédiaires, si on ne le fait pas au Copenhague, où est le progrès? Le progrès, ce sera d'avoir les États-Unis à la table de négociation qui acceptent le consensus scientifique, ce qui n'est pas le cas depuis maintenant plus de 10 ans. Donc en soi, c'est un progrès. Si vous regardez le communiqué de la commission Nobel qui a remis le prix à Barack Obama, il est dit de manière explicite dans le communiqué qu'une des raisons pour lesquelles on lui a remis le prix très contesté, c'est parce qu'il a ramené les États-Unis à la table des négociations climatiques. Et que ça, on considère que c'est un progrès par rapport à l'époque Bush. Mais vous avez raison, tout le problème, c'est est-ce que mieux que zéro, c'est bien ? Non, mieux que zéro, c'est mieux que zéro. Est-ce qu'on est en retard sur le rythme? On est très en retard sur le rythme scientifique. Est-ce qu'il y a une déconnexion entre le rythme politique et le rythme de la science? C'est incontestable. La question, c'est, on n'aura probablement pas un accord satisfaisant à Copenhague. Est-ce que si on en a un dans 6 mois, est-ce que ce n'est pas une bonne chose par rapport à des perspectives qui sont sur 50, 100 ans? Bien sûr que c'est une bonne chose. Donc la question, c'est... précisément, est-ce qu'on va parvenir au moins à se mettre d'accord sur le cadre général et après il faudra rentrer dans les détails et vraisemblablement on ne pourra pas le faire, je ne pense pas, je crois que ce n'est pas réaliste, avant la première partie de l'année 2010. Mais une fois de plus, on dessine des perspectives pour 50 ans, 100 ans, 150 ans. On peut attendre 6 mois de plus. Peut-être pas beaucoup plus, mais on peut attendre 6 mois de plus, à condition qu'on aille dans la bonne direction. Alors, on peut serrer les écueils. Alors, d'abord, en passant rapidement sur les États-Unis, le président américain est lié par la capacité de son Sénat à adopter une loi sur le changement climatique. On va voir d'ici Noël si cette loi est adoptée. C'est un pas en avant, ce qui est proposé en ce moment par le Sénat et par la Chambre des représentants. Mais ce fut une catastrophe la dernière fois quand Bill Clinton et Al Gore sont allés à Kyoto, ont dit oui à un accord et n'ont pas été capables de le vendre au Sénat. Moi, ça, c'est une chose. Mais il y a l'autre problème qui est la Chine et l'Inde. Les États-Unis en particulier réclament que la Chine et l'Inde s'engagent sur des réductions contraignantes, fixées, chiffrées, même si elles sont relativement faciles à atteindre, mais les Chinois et les Indiens refusent. Est-ce que est-ce qu'on est dans une vraie impasse, là, ou est-ce qu'il y a du jeu? C'est très difficile. Bon, moi, je suis très critique dans mes travaux sur tout ça, mais en même temps, il faut reconnaître la difficulté du problème. Il y a 2 axes qui sont les 2 axes de l'impossible. Le premier axe, c'est l'axe de l'espace. États-Unis, Chine, Europe, qui doit payer? Le deuxième axe, c'est l'axe du temps. Génération future, responsabilité passée dans le changement climatique. On croise ces 2 axes et on dit maintenant, vous mettez autour d'une table et vous trouvez un accord. C'est horriblement difficile. Donc, typiquement, la question de la Chine. La Chine est 4 fois moins responsable du changement climatique que les États-Unis. Jusqu'à présent. Si vous prenez les émissions cumulées des États-Unis depuis la révolution industrielle et celle de la Chine, les États-Unis sont 4 fois plus responsables que la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine émet autant de gaz à effet de serre que les États-Unis, de l'ordre de 20% des émissions mondiales. Et demain, si la Chine continue à son rythme de développement, en 2050, elle aura émis plus d'émissions de gaz à effet de serre que les États-Unis depuis le début de la révolution industrielle. Oui, mais, répondent les Chinois, pas par habitant. Oui, pas par habitant, d'accord. Ça ne change pas grand-chose si on passe dans des scénarios catastrophiques de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 4 degrés, avec des effets de rétroaction et avec des puits de carbone qui peuvent disparaître. Donc, la question, c'est qui doit payer? Et la question, c'est qui doit être le plus crédible? Mon sentiment, c'est que cette responsabilité incombe aux pays développés.
on a une crise de crédibilité qui est au cœur des problèmes de Copenhague. La question de l'émission, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ma réponse toute simple, c'est il y a une crise de crédibilité. Cette crise de crédibilité, c'est la crédibilité des engagements des pays développés. C'est à eux de faire cet effort, parce qu'ils sont responsables du changement climatique, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont les moyens de mettre en place cette fameuse croissance verte qui sera la garantie de la croissance faiblement intensive en carbone. Et c'est cette croissance qu'on va exporter aux pays en développement qui vont pouvoir utiliser ces technologies-là pour réorienter leur développement sur un chemin soutenable. Mais leur dire aujourd'hui, on ne va pas faire les efforts, nous, c'est-à-dire les États-Unis disent on va réduire de 17% les gaz à effet de serre depuis 2005. La belle affaire, ils ont augmenté de 17% entre 1990 et 2005. Donc ça veut dire par rapport à Kyoto que les États-Unis disent on va faire 0, alors qu'ils devaient faire moins 8%. Donc c'est pas raisonnable. On ne peut pas dire aux Chinois on ne fera pas les efforts, mais vous faites-les et vous ayez des cibles contraignantes. Donc on voit, il y a un problème de crise de crédibilité. Il y a le Sénat américain, il y a toutes sortes de problèmes aux États-Unis, ce n'est pas une raison. Il y a aussi les problèmes de santé des Américains. Bon, la santé des Américains devient un problème global, parce que la santé des Américains fait que le processus parlementaire est bloqué aux États-Unis, et donc, du coup, on ne peut pas négocier les questions climatiques. D'accord, mais ça, c'est des problèmes qui concernent la société américaine. Mais comme disait Hubert Védrine, il faut faire avec. Denis? Oui, non, mais quand Éloi dit c'est au Nord à payer, j'imagine qu'il y a des plans, de mécanismes de compensation, de péréquation ou de partage des coûts qui sont discutés. Est-ce que tu en connais qui sont susceptibles d'être plus fédérateurs que d'autres? Est-ce qu'il y a des modalités de transfert, justement, qui pourraient être plus rassembleuses? Alors, il y a deux choses. En matière de changement climatique, il y a ce qu'on appelle la mitigation, l'atténuation, c'est-à-dire on essaye de faire des efforts pour réduire les gaz à effet de serre, et puis la problématique de l'adaptation. On sait que la température va augmenter, et on essaye de s'adapter pour ça. Sur ces deux plans-là, la clé pour les pays développés, c'est en matière d'atténuation, de produire les nouvelles technologies et de les exporter vers les pays en développement pour permettre précisément de favoriser un développement plus soutenable. Et il y a aussi la question de l'adaptation. Et ça, deuxième point fondamental pour Copenhague, qui paye l'addition de l'adaptation, c'est-à-dire que les conséquences les plus graves du changement climatique vont être payées par les pays en développement. Ils représentent 30% des émissions, ils payeront 80% des conséquences. Le chiffre des Nations Unies aujourd'hui sur la table, c'est 100 milliards par an de dollars qu'il faut transmettre des pays riches vers les pays pauvres pour financer l'adaptation. Alors que les pays riches ont des dettes qui augmentent considérablement. Alors qu'on a ce problème de l'augmentation des dettes et qu'on est dans une crise. 100 milliards par an. Alors comment l'Union européenne dit on va donner entre 5 et 15 milliards, etc. Donc, le deuxième point d'achoppement, c'est celui-là. Crise de crédibilité, il y a deux branches. Première branche, les engagements des pays développés ne sont pas assez élevés. Deuxième branche, l'adaptation n'est pas financée aujourd'hui. Voilà. Comment on va sortir de ça? Il y a des solutions. Par exemple, on a des dettes publiques qui augmentent en effet de façon très importante. Bon, il va falloir augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut les augmenter de manière efficace par des impôts verts qui permettront précisément l'émergence de ces technologies? Est-ce qu'on peut avoir des fiscalités carbone qui viendraient justement compenser les dettes publiques aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une situation gagnant-gagnant? C'est-à-dire, on réduit un petit peu la charge de dette publique, on transfère une partie de l'imposition, du travail et du revenu, on en parlait avec Denis, sur la pollution, et du coup, on favorise la croissance verte dans les pays développés, et on permet de l'exporter. Il y a des solutions qui existent. Il faut se mettre sérieusement autour de la table et discuter de ça sérieusement. Mais le côté pointer du doigt l'autre, ça ne marchera pas. C'est-à-dire les États-Unis diront vous êtes responsable de l'avenir aux Chinois et les Chinois diront aux États-Unis vous êtes responsable du passé. Aujourd'hui, comment on fait? Donc ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est des solutions gagnant-gagnant. Elles existent. Je pense vraiment qu'elles existent. Denis, il y a aussi une difficulté avec la volonté des populations de faire ces transferts. On a vu en France récemment, la taxe carbone va être introduite le 1er janvier qui vient, mais contre l'avis de 70% des Français. Évidemment, c'est fait en cours de mandat. Ici, au Canada, Stéphane Dion proposait un virage vert qui a été donc une taxe sur le carbone qui a été recrachée par l'électorat de façon très négative. D'ailleurs, son parti n'est plus d'accord avec ça. La difficulté politique de convaincre les populations du Nord. D'abord, ça prend un consensus au sein de la classe politique. Ce qu'on n'a pas encore, je parle certainement sur le plan de la politique interne canadienne, qu'on n'a pas encore réussi
à construire, tant que l'électorat entendra un discours divisé sur ces enjeux-là, la possibilité de se faire une idée quant à savoir où on s'en va pour les prochaines étapes demeure encore assez faible, à mon avis, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un consensus politique plus fort au sein de la classe politique. Mais avec la position des conservateurs qui est très réfractaire, on est loin de là. On est très loin de là. On est très loin de là. Il y a une façon de contourner le problème qui est parfois mise de l'avant par Joseph Stiglitz, qui est l'ancien prix Nobel d'économie, et d'autres, c'est de dire, bon, ben, créons, plutôt que de faire un transfert fiscal du Nord vers le Sud, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de changer la fiscalité du Nord de façon plus verte, trouvons de nouvelles sources de revenus. Alors, la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les ventes d'armes, la taxe sur... Bon, on essaie d'inventer sur les biens communs. Par exemple, le comité Stiglitz aux Nations Unies parle de faire des enchères pour les positions de satellites en orbite, de faire des enchères pour les zones de mer pour la pêche, qui pour l'instant sont gratuits. Ça, ce serait générer de nouveaux revenus sans augmenter la ponction fiscale. Est-ce que ça, c'est plus réaliste? Oui, bien sûr, c'est réaliste, mais enfin, c'est plus réaliste. Tout est réaliste. Il est réaliste de penser qu'il faut réorienter les systèmes fiscaux, au sens large d'ailleurs, je vais y venir, vers la question de la taxation des maux et non pas des biens. C'est parfaitement raisonnable. C'est de la bonne théorie économique. La question, c'est politiquement, c'est pas simple. Prenons un exemple, 2 exemples. L'exemple du marché européen du carbone. Aujourd'hui, il y a un marché européen du carbone qui a été institué par l'Union européenne 1er janvier 2005. Il y a des permis d'émission. Aujourd'hui, la mise aux enchères de ces permis d'émission, ça couvre 3% des permis. C'est rien. Ça veut dire que 97% des permis sont donnés gratuitement aux entreprises. Pourquoi pas utiliser le revenu de ces permis d'émission pour financer une partie de l'adaptation? Ça supposerait d'en mettre davantage aux enchères, mais voilà une source de revenus tout à fait importante. Deuxième cas, la question de la taxation carbone. La France va devenir en 2010, début 2010, la plus grande nation du monde, la plus grande économie du monde, à introduire une taxe carbone. Déjà, premier point, ça veut dire que ça avance. Ouais. On progresse, puisqu'on a des solutions comme ça. Mais si vous regardez le détail du débat, vous voyez très bien qu'il y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. La France va introduire une taxe carbone dont le niveau est trop faible. 17 € tonne de CO2. Les études aujourd'hui disent qu'il faut être autour de 40 € de tonne de CO2. Pourquoi 17 €? Parce que le gouvernement Sarkozy se cale sur le marché européen du carbone, qui lui-même connaît un certain nombre de dysfonctionnements. Bon. Ensuite, la trajectoire. Elle est très incertaine, mais il faudrait atteindre 100 € de tonnes de CO2 en 2050. On ne sait pas comment on passe de 17 à 100. Ensuite, les compensations. Les compensations aujourd'hui, si vous faites bien les compensations, vous pouvez faire en sorte que les Français, y compris, gagnent de l'argent sur la taxe carbone. Ouais, c'est-à-dire de leur redonner par ailleurs ce qu'ils vont payer par la taxe carbone. Pour changer les prix relatifs. Ouais. C'est-à-dire baisser un certain nombre de choses qui sont des biens et augmenter un certain nombre de choses qui sont des maux. Il y a des bonnes façons de faire. Il y a des solutions intelligentes qui existent, à condition de faire de la pédagogie, d'avoir du courage politique et d'avoir quelques notions élémentaires de théorie économique. Mais pas beaucoup plus que ça. Mais voilà, on est à un moment clé et on a beaucoup de solutions qui sont sur la table, beaucoup plus qu'on ne le pense, et il n'y a pas de fatalité. Éloi Laurent, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces sujets. Vous. Denis, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci. Et comme d'habitude, on demande à notre invité de suggérer une plage musicale. Qu'avez-vous trouvé et pourquoi? Alors, j'ai choisi la chanson de Sam Cooke, Change is Gonna Come, parce que j'aime beaucoup cette chanson, et parce que ce changement dont on a parlé tout au long de l'émission, c'est précisément celui-là, le changement d'une économie au fond plus juste, parce que le changement climatique est une immense injustice. Mais comme dit Amartya Sen, c'est une injustice à laquelle on peut remédier. Et Change is Gonna Come, c'est aussi un clin d'œil évidemment à Barack Obama, qui a dit dans son discours d'investiture, le changement est venu aux États-Unis, en faisant référence à cette chanson de Sam Cooke. Et comme il a eu le prix Nobel pour avoir ramené les États-Unis à la table de négociation de Copenhague, et comme un encouragement pour aller plus loin, j'espère qu'il ira plus loin, que les États-Unis iront plus loin, et que ce changement qu'on attend viendra. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La nouvelle écologie politique au seuil, avec Jean-Paul Fitoussi. Merci d'avoir été là, merci Denis. Et on écoute grâce à vous A Change is Gonna Come, interprété par Sam Cooke. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
En profondeur cette semaine, nous allons faire un bref voyage en Arabie Saoudite. Comme vous le savez, l'Arabie Saoudite est dans une situation stratégique aux confins de 3 continents du vieux monde, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. C'est le lieu des réserves mondiales de pétrole les plus importantes, mais c'est aussi une société qui est relativement fermée. Alors, on s'est demandé si on pouvait ouvrir quelques portes et quelques fenêtres, et pour ça, on a un invité tout désigné, Pascal Ménoret. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Pascal Ménoret, vous êtes chercheur associé à l'Institute for the Trans-Regional Study of the Middle East, North Africa and Central Asia à l'Université de Princeton. Vous avez publié L'énigme saoudienne, les Saoudiens et le monde, 1744-2003, aux éditions La Découverte. Et nous sommes très heureux que vous ayez participé à 2 de nos écoles d'été sur le monde arabo-musulman et sur le terrorisme. Et puis, pour m'aider à faire la conversation avec vous, notre collègue Marie-Joëlle Zahar. Merci d'être là, Marie-Joëlle. De rien. Alors, comme on le sait, vous êtes professeur de sciences politiques, vous êtes directrice scientifique du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. Parmi vos derniers écrits, Guerre larvée et immobilisme politique, avec Elena Aoun dans le livre Les conflits dans le monde 2008. Il s'agissait bien sûr du Moyen-Orient. Avant d'entrer en ondes, Pascal Ménoret, on discutait de comment aborder la question, et puis nous, la question des femmes nous intéresse, et vous nous avez répondu, moi je suis un anthropologue de la société saoudienne et je n'ai pas accès aux femmes. C'est très difficile de l'aborder, de l'étudier lorsqu'on est un homme. Et ça nous donne une idée de la division, finalement, de la société saoudienne entre les hommes et les femmes. Alors, on va parler des hommes, puisque vous les connaissez mieux, mais parlez-nous du rapport homme-femme entre cette société qui est à la fois très liée à sa religion plutôt orthodoxe, mais aussi tentée par la modernité qui lui vient par sa richesse. Effectivement, lorsqu'on fait du terrain en Arabie Saoudite, et c'est ce que j'ai fait un terrain ethnographique, c'est-à-dire qu'on prend des contacts, on se fabrique des alliés qui vous présentent des gens qui deviennent des interviewés, et puis on se tient son journal de terrain tous les jours, on est à la peine sur son petit carnet. Quand on fait un terrain de cette nature-là, on a accès aux hommes quand on est un homme, on a accès aux femmes quand on est une femme. En Arabie Saoudite, il y a effectivement une frontière qui sépare ces 2 mondes, ce qui fait que vous avez une sphère masculine qui est la sphère la plus visible, c'est celle à laquelle le visiteur étranger, généralement, a le plus facilement accès. Mais vous avez aussi une sphère féminine qui, étant séparée, constituée de façon assez autonome. C'est un pays dans lequel, même si l'emploi féminin, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais même si l'emploi féminin est assez faible, la part féminine de la population active est vraiment dérisoire, mais malgré ce, vous avez des postes à responsabilité qui sont réservés aux femmes, puisque lorsque dans une banque, les hommes et les femmes ne peuvent pas se rencontrer, vous avez une structure masculine et une structure féminine qui la double. Dans les universités, c'est la même chose. Vous avez des femmes présidentes d'université, vous avez des femmes directrices d'entreprises, etc., précisément à cause de ça. Donc ça, c'est le bon côté de la ségrégation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la tradition. Ça peut être aussi, une certaine manière, une manière de s'accommoder de l'activité économique. Donc, les points de contact sont limités à la famille. Les points de contact sont limités à la famille, sont limités à certains espaces publics aussi. La rue est un espace public. Alors la rue, c'est vrai que lorsque vous êtes à Riyad et qu'il y fait très chaud, surtout en été, on ne va pas trop dans la rue, on va plutôt dans des malls, dans des grands espaces commerciaux où là, vous avez des points de contact et tout un tas de techniques de drague, d'ailleurs, entre jeunes gens et jeunes filles, qui là sont une partie de mon terrain, puisque ayant étudié les jeunes gens, on est forcé d'étudier leurs techniques d'approche de l'autre sexe. Allez-y, ça nous intéresse. Ça passe par tout un tas de moyens technologiques ou pas. Ça va du numéro de téléphone qu'on lance d'une voiture à l'autre, écrit sur un petit bout de papier, au contact par Internet, où là, vous pouvez effectivement rencontrer des filles et puis peut-être développer des relations. Alors vous pouvez avoir une petite copine. Beaucoup de mes amis ou de mes interviewés avaient des petites amies. Ça ne veut pas dire que ça se transformera après en une relation légitime, puisque là, le mariage est une institution sociale qui est gouvernée par d'autres critères que la volonté personnelle. Les mariages sont arrangés ? Arranger, c'est pas toujours le cas. C'est peut-être un mot qui est un peu gros par rapport à ce qui se passe, mais c'est vrai qu'un mariage, c'est une alliance qui n'est pas seulement personnelle, qui peut être aussi économique, qui est souvent statutaire aussi, c'est-à-dire qu'on se marie on fait alliance avec une famille un peu du même statut que soi, et c'est ça qui limite effectivement dans une société très hiérarchique, dans laquelle l'appartenance
tribale, mais aussi l'appartenance familiale et l'appartenance de classe. Ça, c'est peut-être un nouvel élément depuis disons, une trentaine d'années. L'appartenance de classe est importante, donc effectivement, on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Alors, la mobilité sociale, est-ce que c'est quelque chose qui existe via l'éducation ou c'est encore très stratifié, comme vous le dites? Alors, c'est une chose qui a existé parce que l'État saoudien, c'est un État qui est très jeune. C'est un État qui a grosso modo une cinquantaine d'années. L'État actuel a été créé en 1932, mais disons, les institutions sont mises en place dans les années 50, 60, 70. Donc ça veut dire que dans cette période-là, il y a eu une mobilité sociale extraordinaire. Parce que vous pouviez venir d'une famille où on avait fait, par exemple, on avait ouvert un petit bureau d'investissement immobilier, et puis d'un coup, l'État, c'est-à-dire un des princes, venait vous voir en vous disant, bon, là, on veut développer un peu le secteur immobilier, on a besoin de vous. Et là, tout d'un coup, vous étiez balancé, premier responsable immobilier du royaume. L'immobilier, c'est important, parce que dans un pays dans lequel les villes se sont étendues très vite, dans un pays dans lequel aussi il y a eu de l'argent qu'il a fallu un peu réinvestir au sein de la société, l'immobilier est devenu vraiment une des courroies économiques de fonctionnement du pays. Donc là, dans les années 50, 60, 70, il y a une mobilité très très rapide. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu tassé. Et effectivement, c'est au tournant des années 70-80 que là, vous avez des classes qui se constituent à partir des rapports à l'État. Quand vous avez dans une économie rentière où l'État est le premier partenaire économique, où l'État est le premier acteur économique, c'est à partir du rapport à l'État que finalement vont se déterminer les niveaux de vie économique et puis aussi les classes sociales. Joël? Moi, je voudrais savoir en fait comment est-ce que ça se traduit en termes de politique. Nous savons qu'il y a des mouvements d'opposition en Arabie Saoudite, et je me demandais s'il y avait un lien entre ces mouvements-là et certaines classes sociales. Y a-t-il, par exemple, des personnes qui s'estiment défavorisées, frustrées du manque de mobilité, et donc qui s'organisent sur ces bases-là, ou bien, comme on a souvent tendance à l'entendre, surtout dans les médias, est-ce que l'opposition, c'est vraiment différents degrés de radicalisation religieuse? Alors, d'abord, quand on parle d'opposition en Arabie, c'est vrai que c'est un mot qui, là aussi, mérite d'être pris avec beaucoup de pincettes et de précautions. Il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de scène parlementaire, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'association. Donc c'est assez difficile de parler d'opposition de la même manière qu'on pourrait en parler, par exemple, en Égypte, où là, vous avez des partis, des associations qui ont une existence légale. Là, nulle existence légale pour des associations de la société civile, pour le dire vite. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez effectivement des mouvements qui sont des mouvements très informels. Alors vous avez des mouvements religieux et vous avez des mouvements qui sont moins religieux. Bon, si on part par les mouvements pas religieux, parce que c'est peut-être les plus simples à aborder, vous avez, je crois que les premiers mécontentements à l'égard du monde tel qu'il va en Arabie Saoudite, ça vient de la classe, disons la classe marchande, la classe des grands marchands, la classe des gens qui ont une certaine importance économique et qui là se sont mobilisés assez tôt au sein de structures qui sont les chambres de commerce. Alors, la chambre de commerce, c'est un sujet très intéressant en Arabie parce que c'est les seules structures dans lesquelles vous avez des élections. Et qui, bien qu'étant reliées à l'État, c'est pas de la société civile, c'est de l'État, mais c'est des structures qui ruent dans les brancards. Lorsque l'État veut, par exemple, promouvoir la saoudisation de l'emploi, c'est-à-dire mettre un frein un petit peu à l'importation de main-d'œuvre étrangère, naturellement, ces milieux-là vont tirer la sonnette d'alarme tout de suite, ils vont se mobiliser. Il va y avoir des mouvements de mobilisation dans l'espace national, c'est-à-dire une vraie mobilisation politique pour faire échec à une décision de type. Et ils tirent leur légitimité du fait qu'eux sont élus par une base qui est formée des gens d'affaires. Oui, des hommes d'affaires. Ils tirent leur légitimité de là, et puis ils tirent leur légitimité aussi du fait d'être en contact direct avec l'État, c'est-à-dire d'appartenir finalement d'une certaine manière, pas directement à l'appareil d'État, mais disons d'appartenir au milieu, au pouvoir. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est les mouvements qui sont le plus importants en matière de transformation du droit et de transformation de la manière dont on gère l'économie et la société. Alors si on se tourne ensuite vers les mouvements religieux, là ce sont des mouvements qui sont beaucoup plus informels, qu'on trouve un petit peu dans les interstices de l'administration du religieux et puis de l'administration de l'éducation. C'est dans ces espèces de zones grises qui sont à la limite du formel et de l'informel, c'est-à-dire les cours de récréation, l'organisation des activités parascolaires, si on prend l'exemple d'un lycée par exemple, ou tout ce qui concerne les activités d'apprentissage du Coran, enfin tout ce qui est autour de la religion
et de l'éducation. Là, vous avez des zones grisées dans lesquelles se sont développés des mouvements islamiques, alors avec des orientations extrêmement diverses, frères musulmans, salafis, plutôt sans orientation précise, vous avez un petit peu de tout. Et ce milieu-là, alors si on essaie de le situer sociologiquement, bah là on a affaire aux classes moyennes. C'est-à-dire ce ne sont pas les défavorisés, ce ne sont pas les démunis. Il faut avoir un petit peu, pour se mobiliser, il faut avoir des ressources. C'est quand on n'a pas de ressources, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, ce sont des classes moyennes. Disons les classes moyennes, moi j'appellerais ça les classes moyennes qui sont issues de la croissance de l'État. C'est-à-dire ce sont des fonctionnaires, petits, moyens fonctionnaires. Alors, les défavorisés, les démunis, on a l'impression de loin que, en fait, la main-d'œuvre, justement importée dont vous parliez tout à l'heure, ben, c'est eux, les bras, les cols bleus de la nation. Mais est-ce qu'il y a des Saoudiens qui sont défavorisés? Et si oui, ont-ils voix au chapitre? Alors, il y a des Saoudiens défavorisés. Alors, effectivement, la main-d'œuvre de base, c'est effectivement les cols bleus venus du Pakistan, venus d'Inde, venus des Philippines, est une main-d'œuvre qui est extrêmement maltraitée. Il y a un vrai problème de relations de travail dans la société saoudienne, un problème dont les gens commencent à peine à prendre conscience aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une immigration qui est très récente, donc il y a certains relais qui ne sont pas mis en place assez vite, puis bon, dans un système autoritaire... Elle est physiquement éloignée aussi, elle n'est pas proche des autres villes, et ce sont des baraquements dans lesquels ils habitent? Non, c'est plutôt des inner cities à l'américaine, c'est-à-dire que dans le centre-ville de Riyad, dans le vieux centre-ville de Riyad, le vieux centre-ville de Jeddah, eh ben, tous les immeubles qui ont été abandonnés par la classe moyenne ont été investis par les populations migrantes. Donc ça fait des villes extrêmement étonnantes, c'est des villes très très internationales. Vous avez à Riyad, vous pouvez manger tous les jours une cuisine différente. Bon, si on passe vers les Saoudiens effectivement défavorisés, vous avez un vrai problème de pauvreté, un vrai problème de logement, d'accès au logement dans la société saoudienne, sans parler des migrants. Et naturellement, là, ce sont des populations qui sont très peu visibles, qui n'ont pratiquement pas voix au chapitre. Et vous avez aussi des problèmes d'accès, disons, aux ressources dispensées par l'État en zone rurale. Et là, avec des grands points d'interrogation sur la composition de la pauvreté en milieu saoudien. Mais c'est surprenant parce que la rente pétrolière est tellement gigantesque qu'on aurait pu penser que, du moins pour les Saoudiens, sinon par solidarité ou probité envers les non-saoudiens, il y a suffisamment de milliards de pétrodollars pour éradiquer cette pauvreté et traiter correctement les migrants. Oui, alors effectivement, la rente est gigantesque, mais la rente est arrêtée à certains endroits. Disons, si on a un grand schéma pyramidal, la rente étant versée par le haut, puisque la rente entre dans la société, dans l'économie par le biais de l'État, presque exclusivement par le biais de l'État. Il y a aussi des canaux, mais qui ne concernent pas... qui concernent, disons, les sous-traitants de l'Aramco, effectivement, ne passent pas par l'État pour avoir accès à la rente pétrolière. Mais le principal de la rente passe par l'État. L'État redistribue la rente, et là, c'est un système qui est extrêmement opaque, dans lequel vous avez énormément de retenues, et où la rente n'arrive pas forcément jusqu'en bas de la société. Est-ce qu'il y a des discriminations tribales? Il y a des discriminations qui sont en partie tribales, mais pas uniquement. Vous avez, grosso modo, les discriminations tiennent est-ce que vous avez un lien ou pas avec l'appareil d'État et quelle est la nature de ce lien-là? Alors ça peut être un lien de type tribal, ça peut être un lien de type tout à fait accidentel. Votre famille, pour une raison X ou Y, est rentrée en lien avec la famille royale ou avec des familles satellites de la famille royale sur un contrat d'équipement dans les années 70, et donc tout d'un coup, bien que votre origine tribale soit extrêmement modeste, vous êtes devenu quelqu'un. Moi, je serais très intéressée de savoir si effectivement l'État saoudien ne traite pas tous ses citoyens également, et comme nous savons qu'il tire sa légitimité en partie de cette relation patrimoniale, de service avec les citoyens, mais également de son aura religieuse, et donc en fait de son engagement envers une certaine version wahhabite, sunnite de l'islam. Je me demande dans quelle mesure est-ce qu'en fait il n'y a pas de vase communicant, et les personnes dont vous avez parlé, les petits fonctionnaires, mais peut-être aussi dans les zones rurales, qui se sentent abandonnés par l'État,
deviennent-elles plus critiques à l'égard justement du paradoxe de la famille royale, tiraillée entre la modernité et la nécessité quand même de respecter certains principes, ou bien ceci ne joue-t-il pas? On a l'impression de l'extérieur que la famille royale est un peu un équilibriste sur la corde raide entre la modernité qui est imposée entre autres par tout ce qui se passe autour de l'économie du pétrole, et d'autre part la tradition qui est à la base après tout de sa légitimité. Bon, c'est une question qui est extrêmement complexe et qui est peut-être la grande question lorsqu'on s'occupe de l'Arabie Saoudite. C'est effectivement la question de la relation, grosso modo, entre religieux, politique, économique. Bon, pour essayer de serrer un petit peu les problèmes, je crois que, je répète, quand on est au bas de la société, on a du mal à se mobiliser. La mobilisation critique, elle arrive au moment où vous n'avez plus à vous préoccuper de votre survie quotidienne. Alors, ça ne veut pas dire que les bread and butter issues soient des problèmes qui sont apolitiques ou qu'ils ne soient pas présents. Ce sont des problèmes qui existent. Il y a des mobilisations qu'on pourrait décrire comme des inframobilisations, des mobilisations très très locales, mais qui se coulent plutôt dans les institutions existantes. La famille, la tribu, l'espace du quartier, ça fait pas de vague. Bon, si on parle des mobilisations critiques, des mobilisations de type protestataire, là on est vraiment dans l'appareil d'État au sens large, dans cette bourgeoisie, dans cette petite, moyenne bourgeoisie d'État qui s'est mobilisée autour notamment de la religion. Alors pourquoi la religion? Effectivement, disons grosso modo des années 50 jusqu'aux années 60-70, on peut se mobiliser autour d'autre chose que la religion. On va se mobiliser autour du marxisme, on va se mobiliser autour du socialisme arabe, on va se mobiliser autour du nasserisme, on va se mobiliser autour du syndicalisme lorsqu'on est ouvrier de l'Aramco. À partir des années 60, à partir de la répression intense qu'exerce l'État sur tous ces mouvements de gauche et ces mouvements nationalistes, c'est une porte qui est fermée. Et c'est vrai qu'on observe depuis les années 50 un rétrécissement des possibles ouverts à l'action politique. Dans les années 60-70, lorsque vous voulez vous organiser au niveau de votre quartier, au niveau de ce que vous avez à dire à l'État, au niveau de ce que vous avez à dire aussi à votre société, pour lui dire, bon, attention, là on est sur un modèle de développement qui n'est pas le bon, ou on est en train d'essayer d'imiter l'Occident et c'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire, ou on accepte qu'il y ait trop d'experts qui viennent chez nous et qui disent un peu n'importe quoi parce qu'ils sont sur des contrats à court terme et que leur intérêt n'est pas la société saoudienne, mais le nombre de pétrodollars qui vont tomber dans leur escarcelle. Et bien là, la seule manière de le faire, c'est à partir de cet espace justement grisé dont j'ai parlé tout à l'heure, autour des mosquées, autour du système d'enseignement, là vous allez pouvoir vous mobiliser. Et comme l'intrusion, disons, ce qui est vécu comme une intrusion des experts dans la société saoudienne, est une intrusion qui se part des atours de la modernité, et puis qui prétend, ou qui dit, c'est pas seulement une prétention, c'est aussi des gens qui travaillent honnêtement pour développer la société saoudienne, et on va se réfugier dans un discours qui va être un discours plus endogène, plus traditionnel, en disant attention, nous, la modernité, on n'en a peut-être pas besoin pour évoluer comme on veut. On peut peut-être passer par un autre chemin. Alors, c'est un mouvement qui est extrêmement complexe. C'est un mouvement dans lequel le rapport à l'État est en jeu, le rapport à l'autre, le rapport aux États-Unis, le rapport à la Grande-Bretagne, le rapport à tous ces pays qui sont pourvoyeurs d'expertise est en jeu. C'est une question dans laquelle aussi il y a un rapport au pouvoir pas seulement local, mais au pouvoir international. Les experts, c'est pas seulement des experts qui vont développer votre économie ou construire des villes ou construire des routes. C'est aussi des experts qui vont construire un appareil de sécurité, qui vont équiper l'armée, qui vont lui apprendre comment à réprimer des mouvements politiques. Donc, tout ça fait que, par moment, la mobilisation, elle part du religieux parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre espace. Et puis, quelquefois, elle prend les armes parce que lorsque vous êtes acculé au mur, vous répondez par l'agressivité. Alors justement, l'Occident fait des appels du pied à la famille royale, demandant plus d'ouverture, plus de démocratisation. Encore récemment, dans son discours du Caire, Barack Obama, de façon très diplomate mais transparente, a appelé à une meilleure gestion ou un meilleur respect des droits des femmes. En terminant, Pascal Ménoret, lorsque vous regardez seulement à 5 ans de distance, quelle évolution voyez-vous? Très honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Je crois que les grandes évolutions, elles sont les évolutions de type politique qu'on pourrait appeler de nos voeux depuis le Canada ou depuis l'Amérique du Nord, c'est-à-dire
l'ouverture, la démocratisation, la libéralisation, plus d'égalité, comme vous le disiez tout à l'heure, sont des évolutions qui sont très lourdes et qui, à mon sens, ne pourront venir qu'avec une transformation majeure des rapports de force économiques dans la société saoudienne. C'est-à-dire que tant que l'État reste justement ce sommet de la pyramide redistributrice, à mon sens, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et ce changement, on ne le voit pas venir, on ne sait pas d'où il viendrait. Ce changement, il viendrait soit d'une modification de l'économie mondiale et de la demande d'énergie qui mettrait l'Arabie saoudite un petit peu sur la touche et qui, par ricochet, provoquerait des changements politiques internes, soit par l'épuisement des ressources pétrolières. Et là, c'est dans 40-50 ans qu'à mon sens, il y aura peut-être une évolution vers une formule d'un autre type. Alors, on prend rendez-vous pendant 40-50 ans pour que vous nous décriviez ce changement. Pascal Ménoret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous savez que la tradition à cette émission, c'est que notre invité nous suggère une plage musicale. Alors, est-ce que quelque chose vous est venu à l'esprit? Oui, et la plage musicale que je vous suggère, c'est une chanson, justement, on a parlé des espaces grisés, donc je ne vais pas vous proposer une chanson qu'on trouve dans les kiosques et dans les magasins, et c'est une chanson diffusée justement sous le manteau. Et donc c'est la chanson Tahliya par un auteur clandestin dont le nom est Abou Faisal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tahliya, c'est le nom de la principale avenue de Riyad. C'est l'avenue où le soir et toute la nuit, toute la jeunesse de Riyad, dorée et pas dorée, va se faire voir et se montrer et puis essayer d'inventer quelque chose qui serait hors des chemins officiels. Joël Zahar, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Pascal Ménoret, merci. Et on écoute, grâce à vous, Tahliya. هديتها مرة من بعدها القلب مسرور كتبت فيها أنا كسرة. Nous sommes de retour à Planète Terre pour la section Voir, lire et entendre. Mon collègue Karim Benyaklef. Karim, merci d'être là. Bonjour. Alors Karim, directeur scientifique du Cerium. Donc nous allons parler d'un livre que vous avez lu et d'un que nous avons lu et d'un documentaire. Alors d'abord, le livre que vous avez lu pour nous, Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. Alors d'abord, qui est Shlomo Sand? Alors Shlomo Sand est professeur d'histoire à l'Université de Tel Aviv et aussi professeur à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est surtout un spécialiste de la question française, mais il s'est attaqué ici à un sujet un peu plus vaste et peut-être un peu plus complexe. Alors là, c'est un livre très controversé en Israël. C'est, dit-on, le livre de chevet de Jean Daniel, le directeur du Nouvel Observateur. La thèse de l'auteur permet peut-être d'appréhender aussi de manière un peu plus sereine la question Palestine-Israël. Il s'attaque à des mythes fondateurs, dites-vous. Absolument. Alors la thèse essentielle de l'auteur, et je me permets de le citer parce que pour être vraiment bien fidèle, cet essai formule une thèse selon laquelle les Juifs ont toujours formé des communautés religieuses importantes qui sont apparues et ont pris pied dans diverses régions du monde, mais ne constituent pas un ethnos, donc une ethnie, porteur d'une même origine unique qui se serait déplacée au cours d'une errance et d'un exil permanent. Par conséquent, il remet en doute la narration de fond, je veux dire. De fond de l'exil du peuple juif. Pour lui, cet exil est un mythe, une reconstruction a posteriori faite par les politiques, les historiens, etc., pour faciliter l'émergence, évidemment, de l'esprit national israélien. Ouais, il ne peut pas nier qu'au départ, il y a un exil d'une population, en tout cas, il y a quand même, depuis l'ancienne Palestine, il y a quand même des gens qui ont été chassés, mais il reconstruit le fait qu'ils ne forment pas, une fois avoir été chassés, une ethnie. Il fait partie de ce groupe de nouveaux historiens israéliens qui révisent, qui relient l'histoire israélienne libre de toute attache politique ou nationale d'une certaine manière, et il s'inscrit également aussi dans les travaux d'historiens très connus qui ne sont pas israéliens. Je pense à Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, qui eux-mêmes aussi ont remis en doute la construction nationale auquel se sont livrés les Français, les Anglais, les Américains, enfin nous tous, bref. Selon lesquels, évidemment, on a aussi créé là des mythes pour créer un esprit national, parce que l'État-nation n'est pas naturel
c'est une création, c'est une construction. Alors, donc les Juifs ne sont pas moins bien dotés que les autres. C'est un processus de construction nationale qui est fondé sur des fondations plus fragiles que ce qu'on veut bien le dire. Mais finalement, il y a construction nationale quand même. Il y a construction. Ce qui est intéressant avec l'État d'Israël, c'est que c'est un État récent, puisqu'il a été créé en 1948, nous le savons. Alors par conséquent, on peut plus facilement peut-être séparer le vrai du faux, ou alors du douteux en tous les cas. Et donc, cette communauté d'historiens estime donc qu'il faut imaginer une communauté pour la créer. Parce que rien ne relie, par exemple, en France, un provençal et un breton. Oui. Les langues, les cultures, la cuisine est différente. Alors il faut donc créer ces mythes et faire à ce moment-là se fonder sur ce qu'on appelle une histoire contrefaite. On se rappellera que les Français d'ailleurs prétendaient jusqu'au 19e siècle être descendants des Troyens, parce que les Allemands eux prétendaient être descendants des Romains. Alors, bon. Alors, pour revenir à Shlomo Sand, pour lui, il n'y a rien de tel donc qu'un exil du peuple juif qui serait parti, etc. Il y en avait évidemment en Judée, mais essentiellement, les Juifs ashkénazes seraient les descendants convertis du royaume khazar. Au 8e siècle, le roi khazar... C'était où ça, les Khazars? C'est à peu près en Europe de l'Est, aujourd'hui Europe centrale, se serait converti au judaïsme, tout simplement, et pour former cette importante population juive d'Europe centrale que nous connaissons. Et les Juifs séfarades du bassin méditerranéen, donc, seraient plutôt les descendants de berbères convertis, là également. Donc la conversion est beaucoup plus importante, dit Shlomo Sand, à cette époque, donc dans les premiers temps de l'islam, d'ailleurs, l'islam 7e siècle, est beaucoup plus importante à cette époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce sont donc des convertis qui auraient créé finalement cette diaspora juive, mais évidemment l'exil en prend un coup. Et Shlomo Sand conclut en disant que finalement ce nationalisme juif, etc., a été évidemment inspiré par les travaux des sionistes, Theodor Herzl, etc., mais ont été inspirés par l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, à la fin du 19e siècle, le Volk, n'est-ce pas, le peuple, l'esprit national était très important, après Bismarck, etc. Et le fait par les Allemands et d'autres d'ailleurs, les Russes, de singulariser les Juifs, créait chez les communautés juives religieuses donc un caractère rassembleur. On leur donnait une homogénéité qu'ils n'avaient pas, mais pour mieux les persécuter. Voilà, alors exactement, parce que c'est ça qui est aussi un petit peu paradoxal, parce que finalement, évidemment, la thèse de Shlomo Sand s'oppose directement à celle de la droite israélienne, du Likoud particulièrement, qui veut singulariser la question, comme voulaient le faire aussi les antisémites. Évidemment, d'autres bouquins ont été faits sur comment le peuple palestinien fut créé. Donc on dit aussi que c'est une création toute récente. Absolument, parce que on parle ici évidemment d'Israël, mais comme je disais, les travaux de Shlomo Sand s'inscrivent dans des travaux d'historiens où on a démontré aussi, par exemple, alors c'est une petite anecdote que je vous raconte, mais les travaux des historiens occidentaux, mais par exemple le kilt. Le kilt, on a toujours cru que c'était quelque chose de typiquement écossais, mais pas du tout. En fait, le kilt, c'était une jupe qui descendait en dessous du genou. Et avec la révolution industrielle, un patron anglais a dit « Mes Écossais ne peuvent pas travailler comme ça, c'est trop dangereux, on va le couper au-dessus du genou. » À la révolution industrielle. À la révolution industrielle du 19e siècle. Alors, pour le temps qui reste, je vais vous parler du bouquin que nous avons lu tous les deux. De Farid Zakaria. Oui, Farid Zakaria, qui est un auteur connu, qui a été éditeur à Newsweek International, maintenant une émission à CNN. Un bouquin qui a été le livre de chevet de Barack Obama, The Post-American World, qui vient d'être publié en français, L'Empire américain lors du partage, avec une préface d'Hubert Védrine. La thèse centrale, ce n'est pas tellement le déclin de l'Empire américain, mais, comme il est dit en anglais, « the rise of the rest », c'est-à-dire la montée du reste. Alors, le fait que la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde sont en train de prendre du coffre, relativise le pouvoir américain. Et Zakaria, le premier, d'un point de vue américain, a essayé d'expliquer aux Américains comment ça allait se passer. Évidemment, il est toujours très américano-centriste dans son livre, mais il explique comment le pouvoir, par exemple, c'est un livre anti-Bush, qu'on ne peut plus, lorsque le reste monte, faire semblant ou faire comme si nous étions omnipotents. Et donc, il décrit bien ça. Ce qui est intéressant avec le fait qu'Hubert Védrine écrive la préface, c'est que Hubert Védrine, à l'époque du début de l'ère Bush et de l'invasion de l'Irak, avait écrit le livre « L'hyperpuissance américaine ». Donc, c'est dans cette phase historique où il y avait effectivement une prédominance. Et puis maintenant, l'heure du partage, mais c'est qu'on n'est plus dans cette phase d'hyperpuissance, comme quoi l'histoire va assez vite. Et dans la minute qui suit,
Je ne sais pas, Karim, si vous connaissez la série Frontline à PBS. Oui, absolument, une très bonne série, très bien faite. D'excellents documentaires. Alors, il y en a un qui a été mis en onde il y a 2 semaines, qui est toujours... Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils sont mis en onde, ils sont disponibles en ligne. On peut les voir intégralement, sans pause publicitaire. Alors, pour ceux qui suivent la question de l'Afghanistan, on en discutait récemment à cette émission avec Jocelyn Coulon. On sait que le président Obama doit prendre une décision bientôt sur une augmentation de troupes, ou plutôt un retrait avec un reciblage seulement sur Al-Qaïda, sur la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Alors, ce documentaire d'1h30 explique la nouvelle stratégie américaine, celle de dire, bon, on va arrêter de bombarder, on va essayer de prendre de nouvelles zones, de nouveaux villages. On va faire en sorte d'établir une communication plus conviviale avec les villageois et ainsi les arracher à l'influence des talibans. Et comme ça, petit à petit, on va gagner les cœurs. Et parce que la caméra suit des groupes de GI américains qui essaient de faire ça, on comprend que ça ne marchera pas. Non. Parce que toute la bonne volonté, on voit bien que tactiquement, stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire. Mais par exemple, il y a un marché, donc un petit marché villageois que les Américains prennent pour que les talibans ne puissent plus y venir. Et là, ils disent aux villageois, bon, mais maintenant, vous êtes protégés. Les villageois n'y viennent plus. Ils préfèrent aller à un village, à un autre marché dans un village beaucoup plus loin, parce qu'ils se disent, si on va au marché des Américains, on va se faire zigouiller par les talibans. Et il y a une période extraordinaire où un GI, d'ailleurs, il passe par des interprètes, on ne sait pas s'ils comprennent bien, il y a des problèmes de communication, mais il y a un moment où ils se comprennent bien, où le GI américain dit à des Afghans, aidez-nous contre les talibans. Et les Afghans répondent, mais comment est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez des tanks, vous avez des bombes, vous avez des hélicoptères. Si vous n'êtes pas capable, pourquoi est-ce que nous, on pourrait? Et la deuxième partie du documentaire est sur le Pakistan et sur le jeu trouble du gouvernement pakistanais. Est-ce qu'ils font semblant d'être contre les talibans afghans ou, en fait, ils les appuient ou une partie du pouvoir? Ça, c'est une vieille histoire, on la connaît. Mais on n'avait jamais vu, d'abord, le responsable du service secret afghan qui dit, pour nous, le gouvernement pakistanais, c'est un ennemi, et des conseillers conseillers des Américains qui disent à visage découvert, oui, quand je parle avec les chefs pakistanais, je me pince le nez. Alors, ça nous donne une idée de la déliquescence de cette région. C'est assez troublant. Voilà. Et c'est disponible sur Internet? C'est disponible sur Internet, pbs.org, et puis on mettra le lien sur le site. Pour finir en musique, Karim, qu'est-ce qui nous est venu en tête? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. L'hymne américain. Pourquoi? Farid de Zakaria, la question israélienne-palestinienne qui passe par les États-Unis. Et puis Jimi Hendrix est un grand artiste. Et cet hymne, relu, revu, un peu, pas aussi triomphant que dans sa version originale, tout à fait, mais un peu cinglant. On ne sait pas s'il est en train de gémir ou de se donner le beau rôle. Voilà, Karim, merci beaucoup. Merci. On va refaire ça sur d'autres bouquins bientôt. Alors, on vous donne rendez-vous et puis on écoute Jimi Hendrix avec sa propre version de l'hymne américain. Voilà, c'était Planète Terre pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous indique que si vous voulez avoir des liens vers les ouvrages dont nous avons discuté, vers les biographies de nos invités ou vers cette émission ou les autres émissions Planète Terre précédentes, elles sont disponibles en ligne sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les annonces de nos conférences publiques pour les semaines à venir. Vous y êtes conviés, elles sont en accès libre. Merci à l'équipe technique de Planète Terre pour cette semaine, Luc Laflamme, Ognian Guerriev et Jean-François Da Silva Larue. À la semaine prochaine.
Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.